Bonjour et bienvenue à la Maison du développement durable, en personne ou par la magie de la web diffusion. Je me présente, Amélie Ferland, je suis responsable des communications et de la programmation. C'est un immense plaisir pour nous d'accueillir ce panel qui s'inscrit dans le cadre des 5 ans de la Maison du développement durable et aussi dans le cadre de 5 panels sur les grands enjeux du développement durable au Québec. C'est le 4e qu'on organise dans la série. D'abord, un grand merci à nos invités experts, à notre animateur, aux co-organisateurs qui sont ici. Évidemment, je vais prendre quelques secondes pour les nommer. Le Conseil du bâtiment durable du Canada à Québec, Éco-bâtiment, Équiterre, Éco-habitation, Service CGP et Pomerleau. Merci beaucoup. Ainsi, évidemment, co-participants ici aujourd'hui ou à la maison ou au bureau. Même à l'extérieur, vous êtes invités à participer à la discussion grâce aux médias sociaux en utilisant le hashtag #bâtiment durable. Vous pouvez également commenter ou poser vos questions en utilisant le courriel public@lamdd.org et on pourra aller poser les questions pour vous au micro. Alors, pour animer ce panel, nous avons choisi Bruno Demers, sociologue. Bruno est un spécialiste de la durabilité et de l'habitat. Après avoir occupé le poste de directeur éducation quelques années au Conseil du bâtiment du Canada, il travaille désormais comme consultant en réalisant différents mandats de facilitation, de recherche et de journalisme. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Bon événement. Bonjour tout le monde. Merci à Amélie pour les présentations. Très heureux de vous accueillir sur ce panel intitulé « Le bâtiment durable, comment accélérer la transition ». Très grande question, beaucoup de complexité, beaucoup de choses à discuter. Il y a eu énormément de mouvements ces dernières années au Québec avec toutes sortes de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, que ce soit en efficacité énergétique, dans les matériaux, au niveau de l'habitation, dans les bâtiments institutionnels, commerciaux et industriels. Il y a eu beaucoup de certifications qui ont vu le jour. On a LEED V4, version 4 maintenant. On a des nouvelles certifications comme WELL, HQE. Il y en a d'autres aussi. Le Conseil du bâtiment durable du Canada vient de lancer un cadre de référence sur les bâtiments neutres en carbone, par exemple. Beaucoup de mouvements aussi au niveau international, avec, par exemple, l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, de nouveaux objectifs du développement durable à l'ONU, un nouvel agenda urbain qui a été adopté le mois dernier par l'ONU aussi pour des villes durables. Donc, énormément de choses à dire, un grand chantier. Et pour parler de cette question, on a une brochette de spécialistes, mesdames et messieurs, très intéressants, pour lesquels j'ai beaucoup de respect et que je vous présente à l'instant. On a d'abord Normand Hudon, vice-président du Conseil du bâtiment durable du Canada, Québec et architecte chez Co-architecture. Merci d'être avec nous, Normand. On a ensuite Paul Dupas, coordonnateur des projets chez Éco-bâtiment, qui sont basés à Québec, et aussi un des premiers référents de la certification HQE au Québec. Je pense que, Paul, tu vas nous dire, peut-être faire un clin d'œil à cette nouvelle certification durant ta présentation. On a plus loin un très jeune panéliste, Bernard Sicotte, architecte et directeur de la planification stratégique à la SQI, anciennement la Société immobilière du Québec. Merci d'être avec nous, Bernard. Et finalement, Emmanuel Cosgrove, fondateur et directeur d'Éco-habitation, la référence au niveau de l'habitation du secteur résidentiel dans la construction écologique. Je veux tout de suite m'excuser de vous exposer à seulement 4 candidats de sexe masculin. J'en suis vraiment désolé. On a travaillé très fort pour avoir... on avait deux dames qui se sont désistées. Donc, on travaille toujours pour avoir la parité des sexes dans nos présentations. Mais on a eu le plaisir d'avoir Amélie qui a piloté tout ça. Donc, on a quand même une représentation féminine dans la couleur de ce panel. Donc, voilà, j'ai mis un peu la table en vous présentant le contexte très général dont nos panélistes vont nous parler dans un instant. Comment on va fonctionner? Alors, en discutant, on a décidé de diviser la discussion en 2 blocs. Un bloc plus rétrospectif dans lequel on va se demander quelles ont été les principales évolutions, les courants qui ont émergé dans le bâtiment durable jusqu'à maintenant, dans le présent. Première question que je vais poser. Deuxième question, à partir de là, on va se demander, plus dans une prospective, OK, c'est quoi les défis qu'il faut relever maintenant dans l'action?
c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Donc, vous voyez vraiment, on va diviser la discussion en 2 moments. Et je commencerai tout de suite avec la première question. Donc, quels ont été quel bilan on peut faire de la situation actuelle? Hein? Quels sont quel est l'état des lieux qu'on peut dresser avec les courants, les évolutions du bâtiment durable en général, puis aussi au Québec? Alors, je donnerai la parole à Normand. Je pense que tu arrives aussi de Silicon Valley, où tu as été inspiré à partir de ce qui se passe maintenant dans le bâtiment durable. Peux-tu nous partager ton point de vue sur un bilan de la situation? Oui, en fait, je pensais garder cette partie-là pour la prospective, parce que Silicon Valley, on parle plus du futur, de la technologie. Puis si je reste dans l'idée de la rétrospective, en fait, moi, les constats que je fais comme architecte, puis d'emblée, là, je m'excuse de ne pas couvrir l'ensemble de tous les progrès qui ont été faits. Là, je vais en oublier. Mais si j'en prends les 3 principaux de mon point de vue, là, je trouve que, en fait, on a fait des progrès au niveau énergétique. C'est pas parfait. Si on se compare à l'Europe, on n'est pas performant. On a un environnement particulier au Québec, un environnement énergétique où on a de l'hydroélectricité, pas cher, puis ça amène un écosystème qui fait en sorte que, en termes d'efficacité énergétique, on n'a pas autant d'incitatifs à être performant qu'ailleurs dans le monde. Malgré ça, depuis 2010, il y a eu environ 15 % d'amélioration au niveau de l'efficacité énergétique sur le parc immobilier global au Québec, dans le secteur industriel, commercial et institutionnel. Et depuis 1990, il y a 35 % d'amélioration de l'efficacité énergétique au niveau du parc immobilier global, encore une fois, au Québec, dans le secteur résidentiel. Donc, c'est un progrès qui est quand même notable. Il en reste beaucoup à faire. Si on se compare avec, disons, les objectifs de PACEVAS, par rapport à où on se situe aujourd'hui, il faudrait diminuer notre consommation énergétique de 90 % pour le chauffage. Donc, c'est pas rien. Ça va se passer surtout dans, en fait, le nerf de la guerre avec PACEVAS, de ma compréhension à moi, c'est au niveau de l'étanchéité des bâtiments. L'étanchéité à l'air, c'est là qu'il y a beaucoup de fuites. Donc, ça va toucher la fabrication des matériaux, ça va toucher la conception par les concepteurs, les processus de réalisation, puis l'exécution au chantier. Donc, à ce niveau-là, on a pas mal de progrès à faire, je dirais. Ensuite, dans un autre ordre d'idée, on s'est attardé dans les dernières années au confort des occupants. On a vu une progression, là, où moi, quand j'ai commencé ma carrière, on travaillait les bâtiments avec du verre teinté. On allait essayer d'assombrir au maximum pour réduire les charges de climatisation des bâtiments. Puis là, on s'est aperçu que ça avait des effets négatifs sur la santé des occupants. On s'est éveillé là, à l'idée que l'éclairage naturel, là, c'était vraiment une source d'amélioration importante des bâtiments qu'on construit. Puis la technologie du verre a évolué aussi. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des verres très performants, d'avoir des bâtiments qui laissent entrer beaucoup de lumière, puis qui vont quand même aller chercher des performances comme ce qu'on spécifiait dans le temps avec les verres teintés. Puis on voit même que tous les verres teintés sont discontinués. Aujourd'hui, on a des anciens bâtiments là, qui sont, disons, miroirs, puis on n'est pas capable de s'approvisionner avec des unités de remplacement au niveau du verre parce que c'est discontinué. Donc ça montre une progression, puis on est plus sensible donc au confort des occupants, puis je donne juste l'exemple de la lumière naturelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? L'aménagement écologique des sites. En fait, on a fait des progrès. On essaye de verdir l'environnement. On essaye de donner de la qualité de vie dans les espaces extérieurs pour les gens. On a encore des difficultés liées à notre climat puis à nos modes de déplacement, par exemple. En fait, aujourd'hui, on compare ce qu'on fait à des projets qui sont peut-être plus au sud, où il n'y a pas de cycle de gel-dégel, où la végétation est plus luxuriante, où on est capable d'utiliser des revêtements de sol qui sont pas soumis à des cycles de gel-dégel. Donc, on fait un peu parent pauvre là, quand on se compare à des villes comme Singapour, des endroits comme ça. Néanmoins, il y a quand même eu un certain progrès au niveau du design urbain et de l'aménagement des sites. Puis, on sent qu'on progresse. Puis, tantôt, dans le domaine de la prospective, là, je vais soulever peut-être un potentiel, disons, ambitieux.
Merci, Normand, de ton point de vue aussi d'architecte dans tout ça. Très important, on a une diversité de points de vue, c'est ça qui fait la richesse du panel. Monsieur Dupas, de votre côté, quel bilan on peut dresser de la situation actuelle? Est-ce qu'on a fait des avancées? Est-ce que le Québec est le plus avancé en matière de bâtiments? Quel bilan? Je vais commencer par nous poser la question, c'est quoi qu'on entend par bâtiment durable? Parce qu'on est là pour parler de bâtiments durables, d'évolution des pratiques, mais est-ce qu'on a tous la même définition du bâtiment durable? J'en suis pas forcément sûr. Certains y verront surtout l'efficacité énergétique, d'autres le confort des occupants, d'autres des matériaux de qualité. Donc on a tous un petit peu une ambivalence par rapport à ça. Nous, puis on essaie de se doter d'une définition correcte. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un bâtiment, c'est une entité qui est là pour abriter des êtres humains pendant une certaine durée de vie, idéalement 80, 100, 150 ans si possible. Donc il faut y réfléchir dès la conception, dès la construction et pendant tout l'entretien de comment on fait pour assurer que le bâtiment puisse continuer sa mission, donc abriter, puis permettre à des êtres humains de se loger, de travailler, d'exercer une activité de manière confortable, tout en limitant les impacts écologiques de ce bâtiment-là. Puis quand on entend impact écologique, il y en a beaucoup. On rappelle, le bâtiment consomme 33% de l'énergie produite au Québec. C'est énorme. 12% de l'eau potable, 50% des matériaux qui sont des ressources naturelles sont utilisés dans le bâtiment. Puis ça, en plus, ça émet des GES, ça crée des eaux usées, ça crée énormément de déchets. Donc l'impact du bâtiment, il est toujours aussi important. On a fait des progrès, oui. On est plus efficace, effectivement. Les bâtiments sont plus efficaces énergétiquement, mais d'un autre côté, on les a agrandis. On a des bâtiments qui, oui, au mètre carré, consomment moins d'énergie, peut-être 20 à 30%, mais les bâtiments sont 20 à 30% plus importants. Donc résultat, on a complètement annulé notre gain en efficacité énergétique. Par ailleurs, même si on a des bâtiments plus grands, ça abrite moins de personnes. Les ménages sont constitués de moins de personnes auparavant, donc ce qui fait que par occupant, les bâtiments sont encore plus énergivores qu'avant. Donc je pense que, oui, en fait, Normand l'a très bien présenté, il y a plein d'outils disponibles aujourd'hui pour rendre les bâtiments performants. On est capable de le faire, mais ce qui manque, c'est comment on l'utilise et puis comment on s'assure que ce soit bien utilisé. Puis là, on s'adresse plus à la société, là, comment elle peut changer ses pratiques pour éviter de dire hey, au lieu de me payer une maison à 200 000 petite avec peut-être très efficace, mais pas tout ce que je veux. Je peux en payer une à 200 000 plus loin, mais beaucoup plus grande, avec une 5e chambre, avec un sous-sol, etc., etc. Donc là, c'est des questions de société. Puis le dernier point qu'on aborde rarement, c'est qu'un bâtiment, pour être durable, avant tout, il doit être bien localisé. Puis pour nous, c'est ultra important. L'impact environnemental du bâtiment, il est considérable, surtout du point de vue du transport. Si un bâtiment est mal situé, la consommation d'énergie qu'on crée pour s'y rendre ou s'y transporter peut être 30% supérieure au gain qu'on réalise en efficacité énergétique. Donc c'est un autre prérequis pour nous indéniable du bâtiment durable. Il faut qu'il soit bien localisé, accessible en transport en commun, en transport actif, en transport collectif. On s'entend que ce n'est pas tous les bâtiments qui y répondent, mais il faut tendre vers ça. Donc la question, oui, on a fait des progrès, mais ça ne se matérialise pas parce qu'on n'a pas modifié nos comportements. Merci, Paul. Monsieur Sicotte, de votre côté, vous êtes le seul donneur d'ouvrage autour de la table aujourd'hui, donneur d'ouvrage public aussi. On est très intéressé d'entendre votre point de vue. Alors, vous allez l'entendre. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, merci à la Maison du développement durable d'avoir organisé ce panel. Merci de m'avoir invité. Alors, pour répondre à la question principale, c'est-à-dire comment accélérer la transition vers le bâtiment durable, je pense qu'il faut effectivement bien comprendre le chemin que nous avons parcouru jusqu'à maintenant. Alors, nous sommes en transition, parce qu'on parle d'accélérer la transition, mais ce n'est pas un parcours d'un point A à un point B. Il n'y a pas eu de départ, puis il ne faut pas s'en faire, il n'y aura jamais d'arrivée. Mais il reste quand même qu'on est sur un parcours, je dirais, ascendant. Nous allons être constamment et indéfiniment en transition. Accélérer la transition, un petit peu comme Paul le disait, c'est accélérer l'abandon des mauvaises pratiques et l'adoption et même la redécouverte des bonnes pratiques. Alors, pour parler du chemin parcouru, je vais vous donner la perspective d'une organisation publique, la SQI, qui est quand même un des principaux donneurs d'ouvrage au Québec. Alors, je ne veux pas remonter au déluge, même si mon âge me le permettrait peut-être, mais au moins jusqu'à la fin du siècle dernier. Alors, jusqu'au milieu des années 90, et là, je reprends un petit peu les propos de Normand, la préoccupation dans les bâtiments publics, là, c'était essentiellement une préoccupation économique qui était axée sur la réduction de la consommation ou de la facture énergétique.
ce qui a malheureusement entraîné certains effets pervers, on le sait, là, les bâtiments étanches, la dégradation de la qualité de l'air intérieur. C'est vraiment avec l'émergence des programmes de certification environnementale tels que LEED que nous avons réalisé, quand je dis nous, je parle un peu pour mes collègues du milieu public, que nous avons réalisé l'importance d'aborder la construction et l'exploitation de nos immeubles de manière, disons, plus holistique. Je me rappelle avoir participé en 1998, certains d'entre vous y étaient peut-être, en tout cas, pas nécessairement dans le milieu du travail, à une conférence où j'avais mentionné le programme LEED. C'est un nouveau truc que j'avais vu sur Internet, là, j'avais ramassé quelques jours avant la conférence. Alors, quand je me suis mis à en parler, personne ne savait de quoi je parlais, et d'ailleurs, moi non plus, je ne savais vraiment pas de quoi je parlais. Et pourtant, dès 2005, donc quelques années après, nous avons décidé d'adopter la certification LEED-NC. Nous sommes devenus à ce moment-là une véritable maternelle de construction durable. De nombreux architectes, ingénieurs et entrepreneurs ont fait leur première classe en développement durable avec nous. Et tout en développant notre compétence à gérer les projets de manière plus responsable, nous avons mené un autre combat, soit de convaincre les autorités gouvernementales d'inscrire nos projets dans une approche durable. Des dizaines de fois, et je n'exagère pas, des dizaines de fois, j'ai eu à répondre à la question à la fois candide et sournoise. Coudon, combien ça coûte de plus un projet LEED? Bon. Heureusement, depuis quelques années, plusieurs initiatives gouvernementales nous ont facilité la tâche et nous ont permis de mettre nos énergies au bon endroit. Je pense notamment au plan d'action contre les changements climatiques et à la Charte du bois, dont la SQI est un des plus ardents promoteurs. Tous ces efforts et ces réalisations ont valu à la SQI le titre de promoteur vert de l'année, un prix durabiliste décerné par la section Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada. Alors, merci, Philippe. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner quand même, hein, c'est ça. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le prix Nobel, mais nos équipes ont été très stimulées en recevant cette marque de reconnaissance. Alors, depuis quelques années, nous sentons que la construction durable s'inscrit dans un enjeu beaucoup plus grand que la seule performance écologique de bâtiments individuels. La construction éco-responsable doit absolument se combiner avec les stratégies de transport durable et avec les approches d'aménagement urbain et territorial responsables. Ce sera malheureusement très difficile à mener à bien compte tenu de la multitude des décideurs et évidemment des intérêts qui sont souvent divergents. Ce qui m'amène cependant à rester optimiste et à être confiant que la transition va s'accélérer, c'est que la lutte et l'adaptation au changement climatique est un élément mobilisateur qui va devoir nous conduire à fédérer toutes nos initiatives. C'est ici que je dois placer ma première citation, parce que Amélie nous avait demandé des citations. Alors voilà, ma première citation. « La gravité des impacts des perturbations climatiques ne nous permet plus de nous limiter à une position strictement défensive. Les bâtiments éco-responsables font nécessairement partie d'une stratégie proactive de prévention et d'adaptation. » Alors voilà, je l'ai dit. Merci. Merci, M. Sicotte, pour votre propos. Propos qui est très représentatif, je pense, plus du secteur des ICI. Hein. On n'a pas encore parlé du secteur résidentiel et on brûle d'envie d'entendre Emmanuel Cosgrove. Qu'est-ce qui se passe au niveau résidentiel? Est-ce que... on sait au Conseil du bâtiment durable notamment que LEED a pris beaucoup d'ampleur, notamment au Québec, au travers du Canada. Il y a beaucoup de leadership dans le niveau de l'habitation, LEED, tout ça. Est-ce que c'est représentatif du marché en général? Est-ce que toute l'habitation est sur la voie du développement durable? Ah oui, absolument. Merci, c'est fini. Ça serait le fun d'avoir un monsieur Sicotte de l'habitation qui pourrait juste décider, ah ben tiens, on fait ça à cette heure. Tous les bâtiments, ça va être ça. Mais en habitation, c'est pas du tout le cas. On a quoi, 4,3 millions de foyers au Québec et il faut qu'on les convainque tous de faire quelque chose de mieux. Souvent, tout est éclipsé par les bâtiments neufs. Puis chez Cohabitation, qui tente de sensibiliser ces 4,3 millions de foyers-là, qu'il y a des alternatives en habitation, bien, c'est pas mal dans l'existant qu'on oriente nos activités. Et juste pour vous donner juste un peu la progression, les maisons, oui, sont devenues plus efficaces avec le temps parce que les codes ont augmenté
2 fois dans l'histoire du Québec, côté efficacité énergétique. Dernière fois en 2012, fait que c'est bien. Mais on sait qu'on a beaucoup de chemin à faire encore. Mais est-ce que l'efficacité énergétique est centrale au débat de lutte au changement climatique côté habitation? Pas vraiment. Au Québec, on est presque tous chauffés à l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité étant plutôt propre, bien, on ne peut pas attribuer beaucoup de gaz à effet de serre au secteur résidentiel, à part dans les matériaux qu'on emploie. Puis on utilise beaucoup de matériaux non durables et on les jette beaucoup, ce qui crée des gaz à effet de serre en fin de vie. Fait qu'on sait que la question matériaux devient beaucoup plus important au Québec qu'ailleurs parce qu'on n'a pas besoin d'être complètement concentré sur la performance côté chauffage, climatisation, éclairage. Du côté de la construction neuve en habitation, bien, c'est encore tout un défi parce qu'on construit en milieu souvent périphérique. Il y a des PEMAD pour les agglomérations, les grandes agglomérations, mais la construction se passe pas mal dans les endroits où il n'y a pas de transport en commun adéquat. Et le grand problème de l'habitation en général, c'est l'abordabilité. Je veux dire, tout le monde aimerait avoir une maison LEED qui a du bon sens, pas loin d'un métro quelque part pour avoir un beau mode de vie, mais c'est l'abordabilité qui est le grand enjeu. Puis après, ben c'est sûr qu'on va devoir donner des solutions aux problèmes qu'on identifie, mais c'est ça va. Je garde les solutions pour après, parce que pour l'instant, juste vu de même, là, c'est assez décourageant de ce qui se passe en habitation. Les gens n'ont pas le temps vraiment de s'informer et malheureusement, les gens voient les prix d'un logement à acheter ou à louer. Ils ne pensent pas au budget global de leurs dépenses. C'est-à-dire, si ça prend une auto pour habiter à un endroit où il y a un beau bungalow pas cher, là, mais peut-être que ça va prendre 2 autos. Puis là, le gaz, les paiements d'auto, on ne pense pas au niveau holistique dans nos décisions personnelles pour chez nous non plus. Et c'est tout un défi parce qu'il faut éduquer absolument tout le monde. Puis c'est ça, il n'y a pas de centralisation vraiment de cette information-là. Et les gens sont durs à rejoindre parce que tout le monde est bien occupé de ce temps-là, on dirait. Beaucoup de travail, donc, du côté résidentiel, des habitations. Une autre réalité. J'espère que dans les solutions, nos co-panélistes vont pouvoir peut-être amener des éléments de réponse, de solutions. On arrive d'ailleurs à ce deuxième bloc-là qui est plus prospectif, plus axé vers, non pas un bilan, mais vers comment on peut accélérer cette transition-là, hein? Comment on peut identifier les plus grands défis et les solutions appropriées pour faire la transition tant sur le niveau résidentiel que le niveau plus commercial vers des bâtiments plus éco-responsables. Normand, encore la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut aller vers Silicon Valley, je pense. OK. Alors, à Silicon Valley, il parlait d'une tendance à l'urbanisation où, en fait, actuellement, il y a à peu près le tiers des gens qui restent dans les villes, puis dans pas si longtemps, il va y avoir le 2 tiers. Ça, bien sûr, c'est plus en Asie, en Afrique, des places comme ça. Ici, au Québec, peut-être que la différence est moins importante. Néanmoins, ce qu'on cherche à faire pour réduire les déplacements en voiture, par exemple, c'est de densifier nos centres urbains. Un des problèmes avec les centres urbains, c'est qu'ils ne sont pas si attrayants que ça. Il manque un peu de verdure, il manque de sentiment de sécurité pour élever une famille. C'est cher, il manque un paquet d'affaires. Par contre, ça va passer par là. Puis, il s'en vient des technologies qui vont permettre, je pense,
puis d'autres personnes aussi, de verdir nos villes plus, puis de passer à un autre mode de vie en ville. Bon, dans ça, là, il y a l'idée de la biophilie. Pourquoi on a envie d'aller rester à l'extérieur des centres urbains? Bon, si on compare, exemple, deux maisons identiques, une avec une vue sur le fleuve, puis une qui n'a pas de vue sur le fleuve. Vous allez tous être d'accord que la valeur de la maison, elle va varier beaucoup à cause de la vue sur le fleuve. Mais la biophilie, c'est un peu ça. C'est qu'on attribue de la valeur à des éléments naturels significatifs. Mettons la vue sur l'horizon, la vue sur un élément naturel important, une forêt, un plan d'eau, l'accès à des éléments naturels, aller se promener, avoir différentes sensations, des odeurs, de la brise du vent, des choses comme ça. Se sentir dans la nature, connecter avec la nature, c'est quelque chose qui a énormément de valeur qu'on a délaissé avec l'urbanisation, puis que les villes devraient nous permettre, disons, dans le futur, de renouer avec ces éléments-là. Donc, aider l'humain à connecter avec la nature, ça peut faire en sorte qu'on amène du monde dans les villes. Qu'est-ce qui va permettre de faire ça? Bon, c'est là qu'on arrive avec la technologie. Ce que j'ai vu, là, en fait, vous avez entendu parler de villes intelligentes. OK, ça touche là, un paquet de secteurs. Mais en gros, par quoi ça passe, là? OK, c'est toute la collection de données, puis qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Donc, les données, on va les collecter avec des senseurs, des objets connectés. Les senseurs, ils s'en développent une panoplie là, actuellement, là, des senseurs électroniques. Les senseurs les plus difficiles à développer, c'est au niveau des fluides. Nous, dans mon entreprise, on fait de la recherche et développement, puis on a de la difficulté à aller chercher des données sur les fluides parce que les senseurs sont dispendieux, puis ils ne fonctionnent pas toujours. Mais il y a des start-up qui travaillent là-dessus actuellement pour développer des nouveaux types de senseurs. Bon, à partir du moment où on a des senseurs pour tout ce qu'on fait, on est capable de collecter des données, là, on est capable de les gérer, puis on est capable d'améliorer la performance d'à peu près tout ce qu'on fait, que ce soit la performance énergétique des bâtiments, que ce soit les transports, la gestion des transports dans une ville. Donc, la ville intelligente, ça va permettre, disons, des nouvelles possibilités au niveau de la réduction de l'impact environnemental, puis au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des gens. Ensuite, une chose qui va paraître un peu peut-être futuriste, là, mais que dans le coin de San Francisco, ça n'a pas l'air si futuriste que ça. Quand on regarde, par exemple, Google qui travaille sur des voitures sans conducteur. Okay? C'est quoi l'impact de la voiture sans conducteur? À première vue, ça n'a pas de rapport avec le bâtiment, mais oui. Moi, comme architecte, là, quand on fait un projet, on va mettre à peu près le tiers ou le quart du budget qu'on a dans des stationnements souterrains, okay, ou l'accessibilité par les voitures au bâtiment. Ça, c'est dans la région de Québec, à Montréal. Je pense qu'ici, je ne sais pas s'il y a un stationnement souterrain, peut-être pas, là, mais c'est connecté sur le métro, mais ce n'est pas toutes les villes qui sont comme ça. Fait qu'à Québec, ça prend du stationnement souterrain, par exemple. À partir du moment où on n'a plus besoin d'en faire, bien, on vient de débloquer du budget pour faire d'autres choses. Bon, si on a des voitures sans conducteur, qu'est-ce que ça fait? Coupler ça avec la technologie Uber, par exemple, l'autopartage, là, on n'a plus besoin d'avoir notre propre voiture. Puis quand elle nous laisse à quelque part, elle repart, puis on n'a pas besoin de la stationner. Qu'est-ce que ça fait aussi? C'est que ça enlève des véhicules de sur les routes, parce qu'on est capable de partager les véhicules, puis on est capable d'optimiser nos déplacements, puis pas tout être sur la route en même temps. Là, tout d'un coup, il se génère de l'espace au verdissement. C'est-à-dire que l'espèce de boulevard urbain qui fait 3-4 voies de large, bien, tout d'un coup, on peut peut-être le réduire à 2 voies, puis on a de l'espace pour planter, puis créer des aménagements piétonniers, puis des terrasses, puis des choses plus intéressantes que de l'espace pour des voitures. Bon, ça a l'air futuriste, mais il y a beaucoup, c'est la question des senseurs. Là. Il y a une technologie, par exemple, LIDAR, OK? C'est plein de petits senseurs qui coûtent pas cher, qui vont, par une technologie laser, détecter là, qu'est-ce qui se passe autour. Coupler ça avec l'intelligence artificielle, puis là, tout d'un coup, on est capable de remplacer un conducteur. Un conducteur, là, c'est pas si performant que ça, puis il faut reconnaître qu'il y a des meilleurs conducteurs que d'autres, là, tout dépendant de nos habiletés personnelles. Puis là, on pense que c'est pas sécuritaire de conduire, de laisser des ordinateurs conduire, mais est-ce que c'est sécuritaire de laisser des humains conduire aussi? Tu sais, actuellement, là, il y a pas mal de bugs de sécurité liés à ça. Fait que moi, en tout cas, dans le domaine de la prospection,
Je pense que ça, là, ça va être une disruption majeure dans pas si longtemps. Tu sais, à Québec, on parle de construire un pont, là, un 3e lien, là, à je ne sais pas combien de milliards. Puis le moment où ce pont-là va être fait, bien, peut-être qu'on n'en aura plus besoin. Là, on parle du futur, là, mais ça vaut peut-être la peine de... Je sais que l'électeur moyen n'a pas envie d'entendre parler de la voiture sans conducteur quand il est pris dans le trafic, là. Mais c'est quelque chose qui s'en vient, je pense, à pas si long terme, qui va changer vraiment dramatiquement notre environnement, puis la façon qu'on fait les bâtiments, puis la disponibilité budgétaire pour investir dans différents aspects, soit pour augmenter la qualité de vie ou soit pour améliorer la performance. Merci, Normand, de ta contribution. Je pense que c'est important de se mettre un peu même dans la futurologie, dans une prospective comme ça. Les changements viennent très, très vite. Il y a 5 ans, cette discussion-là sur la voiture sans conducteur, elle était à peu près, pas inexistante, très émergente. On trouvait ça farfelu. Maintenant, 5 ans plus tard, c'est déjà en train d'aller de l'avant. On peut parler de ça. Il y a peut-être toutes sortes d'autres choses. Il ne faut pas se mettre d'ornière dans cette discussion-là pour envisager les solutions. Paul, de ton côté, qu'est-ce que tu envisages comme défi majeur et comme solution? Bon, j'aurais 2 petits points. Je travaille beaucoup avec des organismes qui travaillent sur le transport. Puis on présente beaucoup l'électrification des transports, la voiture électrique, la voiture autonome comme des solutions. Mais pour nous, ce n'est pas des solutions. Les solutions, ça passe par le transport collectif et le transport actif. Soyons clairs. Les voitures sans conducteur, oui, ça va diminuer peut-être l'impact ou le nombre de voitures, mais d'ici là, est-ce que tout le monde ait une voiture sans conducteur ou qu'il y ait des voitures disponibles pour tout le monde à un coût raisonnable? C'est peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans, mais j'imagine qu'en attendant, on peut mettre en place des moyens qu'on connaît, le transport collectif. Ça prend beaucoup moins de place sur les routes. 50 personnes dans un autobus versus 50 voitures, ça ne prend pas la même place sur une route, donc ça libère de l'espace, si c'est ça l'objectif. Donc nous, on est plus un petit peu slow, c'est-à-dire on vise moins les technologies, mais on peut déjà rentabiliser ce qui existe aujourd'hui. Pour le transport, c'est le transport collectif. Puis en fait, on peut un peu utiliser cette analogie pour le bâtiment. On parle souvent de les voitures électriques comme une solution pour le transport, ou quand il y a des problèmes de congestion, on dit on va augmenter la capacité routière, on va augmenter le nombre de routes. Puis en fait, souvent, ce que ça crée de la demande induite. Donc ça fait qu'au bout de 5 ans, l'augmentation de la capacité routière qu'on aura créée, ça va faire d'appel à des nouvelles voitures qui vont remplir ces routes-là, et puis on va se retrouver avec les mêmes problèmes de congestion. Mais dans le bâtiment, c'est un peu pareil. Quand on met en place des solutions énergétiques, en fait, au lieu de réduire la consommation énergétique des logements, et puis c'est ce qu'on voit depuis 10 ans, en fait, les gens utilisent plus l'énergie disponible. C'est-à-dire qu'ils agrandissent leur maison, ils vont utiliser, au lieu d'avoir 3 ordinateurs, on va avoir 6, puis 3 iPads, et puis 7 télévisions, une dans les toilettes maintenant, parce que ça devient important. Non, mais je caricature un peu, mais c'est ça que je veux dire. C'est que quelque part, au plus on propose des solutions technologiques, au plus au moins on propose aux gens de s'améliorer. Au plus on leur dit, vous inquiétez pas, on va prendre en charge votre dépendance à l'énergie, puis on va vous permettre de toujours plus consommer. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les solutions un petit peu sociétales. Pour nous, c'est très important. Si on regarde le contexte, on est quand même dans un contexte de vieillissement de la population. On est dans un contexte de transition énergétique, on l'a rappelé. Il y a la politique énergétique 2030 avec des objectifs très précis sur l'efficacité énergétique qui est sortie. Il y a l'adaptation au changement climatique qui devient malgré tout ce qu'on peut en penser, une nécessité dans toutes nos décisions. Il y a les politiques publiques via la stratégie au changement climatique qui commencent à émerger puis qui nous donnent quand même des indications fortes sur ce vers quoi il faut tendre. Et il y a un contexte de rationalisation des dépenses. La densification, ça coûte beaucoup moins cher que de créer des maisons unifamiliales en banlieue. Ça coûte jusqu'à 5 fois moins cher. L'habitat, c'est pareil. L'habitat sobre, de plus petite surface, ça coûte beaucoup moins cher. C'est la première économie quand on construit du pied carré, c'est d'en construire un peu moins. Ça coûte beaucoup moins cher à construire que d'en construire plus. Ça, c'est le contexte général. Après, il y a un autre point, c'est que le neuf ne fera pas tout. Aujourd'hui, tout ce qu'on construit, il faut bien le construire. C'est très important, c'est notre patrimoine de demain. Et là, ça, c'est le rôle des architectes, des concepteurs, de s'assurer que ce qu'on va construire, ce soit positif et ça vienne améliorer notre milieu de vie. Mais n'empêche que notre parc immobilier se renouvelle très lentement, à hauteur de 1 à 2% par année. Donc, on ne va pas tout renouveler avant au moins 100 ans. Donc, il faut s'assurer que tout ce qui existe, puis là, je rejoins Emmanuel, se soit amélioré. Donc, ça, c'est un des autres grands défis qu'on a, c'est comment améliorer notre parc immobilier existant. Donc, nous, ce qu'on propose un petit peu,
Un, c'est d'augmenter le nombre de certifications existantes. C'est comme quand on va acheter une voiture, on aime bien avoir la possibilité d'acheter une familiale, une sport, une 2 places, une petite, une grande, etc., peu importe. Mais les certifications, c'est des outils pour bien concevoir le bâtiment. Donc au plus il y en aura de disponibles, au plus ça permettra à des promoteurs, à des architectes de répondre à des demandes de leur clientèle. Donc ça, c'est le premier point qu'on pousse, là, c'est d'augmenter la part de certification. Et puis ceux qui me disent que plus il y aura de certifications, plus le gâteau sera petit, les certifications sur 36 000 mises en chantier, c'est 250 certifications. Donc la concurrence, elle n'est pas là entre les certifications, elle est entre la non-certification et les certifications. Et puis c'est là-dessus, si on s'allie, qu'on est capable de renverser un petit peu la vapeur. Le deuxième point, c'est que les politiques publiques aujourd'hui n'ont pas fait preuve de leadership pour améliorer nos milieux de vie. On l'a dit, il y a des progrès qui existent, mais on n'arrive pas encore à les transformer et à les mettre en œuvre. L'exemplarité des villes, elle est ultra importante. Et si ça doit passer par la réglementation et donc d'être plus contraignant, il faut en passer par là, parce que depuis 10 ans, on n'a pas encore été assez vite dans notre transition. Puis on est rendu qu'on commence à avoir nos villes, Montréal, Québec, une dizaine d'années de retard sur les plus grandes villes mondiales dans le bâtiment durable. Donc si on veut accélérer, maintenant, il faut y aller avec le bâton, pas juste la carotte. Voilà. Je ne saurais résumer, il y a beaucoup de matériel déjà. On voit aussi qu'il y a des perspectives différentes. Normand avait présenté une perspective plus high-tech, perspective peut-être plus low-tech. J'aime beaucoup la notion de sobriété, de parler d'un habitat, un bâti sobre. Notion, j'étais à la COP 21, conférence sur le climat l'année passée, c'était une notion très, très mise de l'avant qu'on entend trop peu ici. Pas juste de l'efficacité, hein? Mais si on fait de l'efficacité puis on consomme plus, c'est changer 4,30 sous pour une pièce, là. Faut être aussi dans la sobriété aussi, une réduction des comportements, inévitablement dans un contexte de croissance de la population. On viendra sur certains éléments plus tard que j'ai noté. Monsieur Sicotte, maintenant, on embarque dans les solutions. Quel rôle peut jouer la SQI? Quelle solution peut être mise en œuvre par le public et autres solutions? Que de questions! Je vais commencer par peut-être parler un petit peu des défis que nous, on a à relever. Okay? Alors, du point de vue d'une organisation publique comme la SQI, on a 3 principaux défis et des dizaines d'autres que je ne mentionnerai pas. Et justement, ce que mes collègues viennent d'exprimer, je trouve ça fort intéressant parce que ça m'a allumé sur des trucs, effectivement, qui nous concernent, que je vais mentionner très rapidement. Alors, quels sont ces 3 principaux défis? La prise en compte du cycle de vie des bâtiments dans le processus décisionnel d'investissement, l'intégration d'un critère d'impact climatique dans la planification de nos projets immobiliers et l'entrée de l'industrie dans l'ère numérique. Alors, premier défi, intégrer le coût du cycle de vie du bâtiment dans le budget initial. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire permettre d'optimiser la conception en intégrant des solutions durables et économiques à long terme. Vous savez, actuellement, malheureusement, je dirais, oui, je vais le dire, malheureusement, lorsqu'il y a des projets gouvernementaux qui sont approuvés, on va considérer finalement en bout de ligne le coût de construction, incluant évidemment les honoraires, le financement, tout ça, mais on ne tient pas compte nécessairement du coût du cycle de vie. Ce qui est un petit peu paradoxal parce que si on regarde par exemple les partenariats publics-privés, et en tout cas, rassurez-vous, moi je ne suis pas un apôtre des PPP, mais quand même, il faut reconnaître que les coûts de construction et d'exploitation sont traduits en coûts de loyer. Donc, effectivement, cette notion du cycle de vie est intégrée dans les PPP. Bon, alors pourquoi on ne pourrait pas le faire pour les projets de construction traditionnels? Alors, on espère qu'on va pouvoir changer ce paradigme bientôt en parlant notamment avec nos collègues du Conseil du Trésor. Bon, souhaitez-nous bonne chance. Merci. Le deuxième défi, c'est d'intégrer des critères d'impact climatique ou du moins environnemental dans nos projets immobiliers. Je vais vous donner 2 exemples. Conformément à la Charte du bois, la SQI a mis au point un outil d'aide à la décision qui permet de déterminer, en consensus avec nos clients, l'intérêt et la faisabilité d'utiliser le bois comme structure ou parement dans nos projets. Donc, à ce moment-là, la décision n'est pas strictement économique, mais tient compte d'un certain nombre de facteurs et qui conduit plus souvent qu'autrement, justement, à utiliser le bois. Je vous dirais que, par exemple, la plupart, sinon la totalité des postes de la Sûreté du Québec que nous avons construits depuis 10 ans utilisent le bois en partie ou complètement pour la structure, également le parement. Deuxième exemple,
Alors, nous avons adopté au printemps dernier notre plan d'action de développement durable 2016-2020. Alors, parmi les cibles que nous nous sommes données, c'est d'introduire dès l'an prochain dans nos appels d'offres pour la location d'espace, parce que nous sommes un gros locataire d'espace là, à Québec, à Montréal et partout en région. Alors, d'introduire dans notre processus d'appel d'offres un critère de pondération qui va prendre en compte le niveau d'émission de GES dans les espaces proposés. Alors, moi, je m'attends à ce que cela va provoquer une petite commotion dans le marché immobilier, puisque jusqu'à maintenant, évidemment, c'est le coût du loyer proposé qui est l'élément décisif. Alors, je peux vous dire que mettre au point juste les clauses de pondération, là, c'est tout un défi. Nous, on a des gens chez nous, toute une équipe, là, nos ingénieurs, nos avocats, des gens des contrats, puis parce que c'est un défi qui est également contractuel et commercial. Mais ça, je peux vous dire que ça devrait réveiller beaucoup de propriétaires immobiliers en disant, bien, écoute, c'est pas seulement parce que je suis capable de proposer un loyer plus bas que mon concurrent, mais en plus, il faut que mon édifice soit performant en termes d'émissions de GES. Ça devrait peut-être secouer un petit peu les puces du marché. Je dirais que le troisième défi, puis ça, Normand en a touché un mot, là, c'est l'entrée de la construction dans l'ère numérique. Alors, vous le savez, et de nombreuses études l'ont souligné, la construction est le dernier secteur industriel à ne pas avoir fait le saut. À quelques exceptions près, on construit comme au 20e siècle. J'avais même marqué le 19e, mais il ne faut pas exagérer non plus, là. Alors, c'est sûr qu'on a amélioré les équipements, les matériaux, les méthodes d'assemblage, mais c'est souvent pour aller plus vite au détriment de la durabilité et de la performance environnementale. Heureusement, les choses évoluent et rapidement. L'avènement du processus de conception intégrée de la maquette numérique ouvre grandes les portes à la réduction du gaspillage, à l'amélioration de la qualité et à enfin tirer tous les avantages de la préfabrication. Et c'est ici que je vais insérer ma deuxième citation. Alors, la SQI entend faire preuve d'exemplarité et user de son pouvoir d'influence pour accélérer l'adoption de ces nouvelles approches, on parle de BIM-PCI, par l'ensemble des acteurs de l'industrie du bâtiment, de manière à ce que les citoyens, nous tous, grâce à une qualité et à une durabilité accrue des édifices publics, en retirent les bénéfices attendus. Voilà. Enfin, juste un mot sur l'importance de redécouvrir ce que nous savions et ce que nous avons peut-être oublié. Alors, la devise du Québec, c'est quoi? Je me souviens des fois d'avoir oublié. Il y a des principes de conception simples et efficaces que l'on apprenait dans les écoles d'architecture du siècle dernier. Normand, je ne sais pas si à ton époque on le faisait, mais en tout cas à la mienne, oui, et qu'on réapprend à appliquer. Par exemple, les pare-soleils, la ventilation transversale, les sas d'entrée. Moi, ça me désole lorsque je vois tous les nouveaux projets, notamment les projets résidentiels. Et d'ailleurs, moi, j'habite dans un édifice, dans une maison arrangée où il n'y a pas de sas. Donc, on rentre à moins 30, on ouvre la porte et let's go. Toute l'énergie qui se disperse, on chauffe le dehors, quoi. Alors, pour moi, c'est vraiment invraisemblable, alors que nos aïeux, lorsqu'on se rappelle des Starbourg, des cuisines d'été, tout ça, c'était extraordinaire. C'était pas ultra techno, mais ça marchait. Bon. Alors, ceci étant dit, je ne saurais trop insister sur l'importance d'aller voir ailleurs de ce qui se fait de mieux. Alors, en Californie, mais également en Autriche, en Allemagne, en France, un peu partout. C'est une bonne raison de sauter les étapes d'expérimentation qui sont des fois douloureuses et d'adopter et d'adapter des solutions gagnantes et éprouvées. Je termine. Emmanuel, tu as parlé de l'utilisation des matériaux récupérés. Moi, ça m'allume, ça, parce que... Puis là, je ne parle pas seulement d'avoir du bois de grange dans le bar au sous-sol. Là, on parle vraiment de matériaux récupérés. Et ce qui est malheureux, justement, notamment dans les contrats publics, on parle toujours de matériaux neufs. Bon. Moi, j'ai vu un exemple qui m'a chaviré, là. Ce sont le siège social de Recycle Québec à Québec. C'est un projet qu'on aurait aimé faire, mais dont ils sont très fiers. Ils ont vraiment récupéré des trucs d'aménagement, des portes, notamment, qui viennent de Robert Giffard. C'est magnifique, le mélange de moderne, de contemporain, de neuf et de récupéré, et ça fonctionne très bien. Alors, je pense que ça se fait à petite échelle, ça, mais il faudrait peut-être penser à pouvoir le faire à grande échelle. Normand, tu as parlé des bâtiments connectés. Ça, c'est un autre petit défi qu'on a. Nous, on installe effectivement des points de consigne. On en a des fois des centaines dans nos immeubles. Le problème, qu'est-ce qu'on fait avec les données? C'est souvent ça. Nos techniciens sont un peu débordés. Ils n'ont pas nécessairement la formation pour aller chercher finalement là, le maximum ou optimiser finalement le fonctionnement des bâtiments. On met la switch à Automatic Pilot, puis let's go, c'est ça. Alors ça aussi, c'est un défi.
tant qu'à y aller, tu as mentionné, Paul, tu as parlé de transport. Bon, les bornes électriques. Bon, les bornes électriques, on nous dit souvent, on me dit, bien là, le gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Là, vous devriez en installer plein de bornes, comme ça, les gens seraient moins peureux d'acheter des voitures électriques. Bon, c'est toujours, évidemment, la poule et l'œuf. Je vous dirais qu'il y a quelques années, on nous avait demandé, là, c'était une commande, en tout cas, un petit peu, que je trouvais un petit peu audacieuse, on nous avait dit, bon, là, la SQI, vous allez installer 1000 bornes dans vos édifices, là, 1000 bornes de recharge électrique. Bon. Je dirais qu'heureusement, ce projet-là est tombé à l'eau. Pourquoi? Parce que la technologie, encore là, évolue très vite. Est-ce qu'on va encore... Là, on a même remis en question la voiture individuelle, mais je dirais au-delà de ça, dans 5 ans, l'autonomie des voitures probablement sera rendue à 1000 km. Les charges vont se faire en 15 minutes. Bref, pourquoi installer des bornes? Alors, dans notre plan d'action de développement durable, on a tout simplement inscrit qu'on va installer les infrastructures. Bien, c'est pas compliqué, là, le petit tuyau de PVC pour passer les fils, si jamais, effectivement, on avait installé des bornes. Mais je pense qu'on a bien fait de ne pas aller là parce que je pense qu'on serait un petit peu tiré dans le pied. On a mentionné, on peut parler des certifications. Je dirais qu'un des défis qu'on a, nous, c'est de ne pas perdre notre latin dans les certifications. Il y en a beaucoup. Paul, on m'a mentionné que tu étais comme, je ne sais pas trop quoi, un répondant à HQE, un référent à HQE. Parfait, d'accord. Nous, il y a 2 ans, on a eu un jeune homme extrêmement entreprenant qui venait de France et qui est venu nous vendre le HQE chez nous. On a regardé ça, on a trouvé que ça avait énormément de qualité, mais on s'est vraiment posé la question, comment on vient pour combiner ça avec l'engagement qu'on avait dans le programme LEED, en tout cas, bref. Déjà, c'est assez difficile de mettre en marche une certification, de la faire vivre, que d'adopter, je dirais pas la saveur du jour. C'est vraiment pas ça que je veux dire, mais il reste quand même qu'à un moment donné. Par contre, c'est excellent comme guide. Hein? Je pense qu'il faut les lire, dire, ah tiens, ça, c'est pas dans LEED, ça, telle affaire, c'est pas dans Boma Best, peu importe. Aller chercher les meilleures idées. Mais c'est un petit peu ça que je vois. Je pense que les certifications, il faut bien choisir. Voilà. Merci. Merci encore une fois, Bernard. J'ai bien aimé ton commentaire sur les matériaux, surtout dans un contexte où on est en train de passer le bulldozer l'autre côté dans un bâtiment qui nous donne une belle trame sonore très thématique durant notre panel. Une phrase que j'ai toujours... je me rappelle où est-ce que j'ai entendu ça dans un autre panel animé sur les matériaux. Il disait, le matériau le plus écologique, c'est celui qu'on manufacture pas, celui qu'on n'a pas à utiliser, celui qu'on évite. Peut-être, Emmanuel, tu auras des pensées sur cette question-là que lançait Bernard, mais on aimerait encore t'entendre sur le milieu de l'habitation. C'est quoi les solutions? C'est-tu la carotte? C'est-tu le bâton? C'est-tu les deux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut bouger en premier? Avec mes notes, il semble que je fais beaucoup confiance à la structure gouvernementale pour nous orienter dans la bonne direction. Parce que ça se fait pas tout seul. Je pense à une entrevue que j'ai accordée à une radio FM de la merveilleuse ville de Québec, où je devais parler de densification. Puis, ils ont une réputation là-bas, là. Puis je peux dire que c'était assez révélateur pour moi. L'animateur d'entrée de jeu me dit « Ah, Emmanuel Cosgrove, écohabitation. Moi, je veux pas me faire tasser dans un train de métro par un petit bonhomme avec des gants blancs, là, le matin quand il faut que je rentre, puis je veux ma maison, pas de voisins. Puis le dimanche, là, je veux être sur le bord de la piscine avec mes enfants, puis inviter mes amis. » Fait que là, c'est comme « Wow! Merci! » C'est comme le peuple, là, c'est ça, là. Fait que comment est-ce qu'on va changer cette idée-là? Ben c'est, oui, carotte, bâton. Parce que ça se fera pas tout seul. On est tranquillement assis sur un petit monde imaginaire qui nous coûte bien cher, puis on le sait pas, puis on aime autant pas savoir parce qu'on est bien. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? On subventionne énormément les autoroutes. Les budgets MTQ, là, ça n'a pas de bon sens. Puis oui, il était gonflé peut-être un peu, mais malgré qu'il y ait un ménage de fait ou pas, les budgets sont bien trop élevés. Fait que nous, on est à veille de publier comme un manifeste, là, comme dans les années 70, Écohabitation veut faire 10 points qu'on aimerait que le Québec adopte.
dont un mécanisme de crédit d'impôt pour les gens qui habitent des quartiers denses, qui ont des preuves d'achat de carte opus, par exemple, et d'avoir un crédit d'impôt parce qu'ils sont beaucoup moins dépendants sur les systèmes d'infrastructure qui nous coûtent des centaines de milliards par année. Et il faudrait que l'usager des fonds publics là, soit reconnu. Puis si on est moins dépendant des budgets accordés au ministère des Transports, bien qu'on ait un petit crédit quelque part. Puis quand ça affecte le portefeuille puis qu'on en jase à la radio FM, bien peut-être que ça va avoir une influence. Maintenant, pour la qualité des maisons neuves, on sait que malgré le coût élevé, il y a des grands défis au niveau de la qualité. Il y a des échangeurs d'air qui sont installés dans les maisons neuves. Est-ce qu'ils marchent à moitié, des fois? Les maisons ont des fuites, ils vont pourrir parce qu'on utilise les matériaux de façon tout croche. Ça nous prend un contrôle de qualité. Et, présentement, c'est seulement de l'habitation certifiée LEED ou Nouveau Climat qui a un inspecteur. Il y a une nouvelle institution garantie, la GCR, construction résidentielle, je pense, qui, pour nous, devrait être mandatée de faire de l'échantillonnage, inspection, de l'infiltrométrie et des systèmes de vérification des systèmes d'échangeurs d'air parce qu'on bâtit des maisons étanches à cette heure par souci d'économie d'énergie. Mais le poumon est un système de ventilation qui est toujours mal branché. C'est un problème, un enjeu de santé publique. Il faut intervenir à ce niveau-là. Sinon, on remplit les conteneurs à chaque fois qu'on change une salle de bain ou qu'un sous-sol inonde. Faut éviter d'utiliser les matériaux non durables. Je pense aux bardeaux d'asphalte sur les toitures des maisons, les planchers flottants qu'on insiste à poser dans les sous-sols qui vont gonfler dès la première inondation. Et des produits comme ça ne sont pas recyclables. On a beau avoir des débouchés théoriques pour recycler des matériaux comme ça, ils sont juste pas compatibles avec la valorisation, le recyclage, et ils deviennent bouche-trous de sites d'enfouissement et des créateurs de gaz à effet de serre fin de vie. Donc, on aimerait bien proposer une écotaxe sur toute cette chenoute-là. Là. Les produits laminés, là, tu colles deux affaires ensemble comme un stratifié comme ça, bien que IKEA paye des grosses écotaxes, là, parce que leur cochonnerie va nous coûter cher, pas quand on l'achète dans leur magasin, mais quand on le met à la ruelle. Et les bardeaux d'asphalte, c'est un grand coût collectif de gérer ça en fin de vie. C'est ça, il faut qu'il y ait en électronique, les pneus, on a des écotaxes. Et calibrer les prix, là, parce que ces choses-là, on les achète parce qu'ils ne sont pas chers. Beaucoup moins chers que les options plus durables, comme du vrai bois franc, par exemple, ou des toitures en tôle, les toitures en acier pour les toitures à pente. Mais si une écotaxe pourrait ramener les prix un petit peu plus en équilibre, ça donnerait une chance aux produits beaucoup plus durables qui ne sont pas un fléau pour le fin de vie. Puis c'est ça, comme tu dis, ce qu'on n'achète pas est éco. Et c'est ça, il y a aussi un état des lieux qui serait vraiment important, tant pour les bâtiments institutionnels, commerciaux, que pour les bâtiments résidentiels. Tous les systèmes de certification, Passivhaus inclus, là, c'est 100% focus consommation d'énergie. Puis tous ces enjeux-là, là, de matériaux et de transport, ça nous prend comme
pour le Québec, avec notre mix énergétique, une idée de c'est quoi qui est une bonne affaire pour créer un vrai bâtiment durable. Puis on l'a pas, cette étude-là. Puis on aimerait bien travailler avec toutes les bonnes... les bons joueurs qu'on a au Québec, là, pour finalement décider, bon, ben on est tanné d'entendre ce que les Allemands ont comme solution pour chez eux, là. Ils n'en ont pas d'hydroélectricité, eux autres. Fait qu'isoler comme des débiles, là, c'est peut-être pas la solution pour nous. Avoir des... c'est ça, des leads aussi, il y a tout... C'est tout des moyennes d'impact écologique pour un endroit imaginaire, Washington peut-être, mais pour nous, on ne sait pas. On a nos propres défis ici au Québec, puis il faut faire un état des lieux, idéalement analyse cycle de vie environnemental et coûts pour dire, bon, ben pour nous, la SQI, pour les promoteurs immobiliers, voilà, c'est ce que les écolos ont décidé au niveau des meilleures options pour un bâtiment qui a bien du bon sens au Québec. Qu'on arrête de parler de bâtiments verts, intelligents, durables et tout ça, là. C'est les bâtiments qui ont bien du bon sens. Puis ça serait bien le fun qu'on parle de ne pas faire de bêtises, simplement. On parle pas plus de faire des choses spectaculaires. C'est juste pas faire des choses ridicules. Des choses sensées qui vont éviter les coûts financiers et les coûts écologiques, les coûts externes, les coûts pour la société en général. Fait que c'est plate d'être toujours traité d'écolo, bâtiments verts, tout ça, là. C'est comme... Les autres bâtiments, c'est des bâtiments niaiseux qui devraient juste pas être conçus ou construits. En tout cas, j'ai... Merci, Emmanuel, pour ton franc-parler et ton envolée de propos flamboyants et pertinents. Pendant qu'on t'a sur cette veine-là, dans une discussion préalable qu'on avait eue, on avait parlé du code du bâtiment, on est dans les solutions. Est-ce que la solution, c'est de continuer à réviser le code du bâtiment à chaque 30 ans? Seulement? Ou peut-être il y a un processus continuel à faire? Non, il faut tenir la pression sur l'industrie. Pour que tout le monde pense tout le temps, ah ouais, il y a quelque chose qui s'en vient, il faudrait que je m'y mette là, pour pas être trop en arrière. Bien, 30 ans, c'est ben trop long. Perspective 5 ans. Puis nous, tout semble indiquer qu'au niveau thermique, là, le double de l'isolation thermique et l'étanchéité qu'on fait actuellement serait le point optimal, même avec les prix énergétiques qu'on a au Québec. Fait que on a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver au point optimal côté isolation. Et c'est pour ça que, oui, des choses comme Passive House nous font réfléchir à jusqu'où on devrait isoler. Mais c'est ça, il ne faut pas isoler en trop débile non plus. On a même fait des études analyse cycle de vie sommaire sur est-ce qu'on peut trop isoler pour que l'impact écologique soit négatif parce que tu as juste mis trop d'isolant par rapport à notre consommation d'hydroélectricité. Fait que oui, on peut trop isoler. C'est la réponse, là. Faut pas virer fou d'un bord ou de l'autre. Mais les codes, oui, on a beaucoup de chemin à faire, puis il faudrait que ça soit comme aux 5 à 7 ans, dire que ça va augmenter de 15 % aux 7 ans. Ils le font dans toutes les autres provinces, là. L'Ontario, Nouvelle-Écosse, Ville de Vancouver, c'est carbone neutre 2030 obligatoire, là. Ça, c'est du vrai bâton, là. Pas de menace de code un jour, là. C'est l'objectif au niveau des exigences de la ville. On a un grand chantier de solutions, de défis, c'est le cas de le dire. On va continuer quelques échanges. Je pense qu'on avait eu un tour d'horizon assez exhaustif. Je vois des gens qui veulent
par nos panélistes qui veulent déjà réagir. Je pense que vous avez déjà des questions, des réactions de votre côté. Prenez ça en note. On va avoir dans à peu près 10 minutes une paire de réactions, questions. On va vous donner la parole. Mais j'aimerais vous entendre réagir. Hein. Il y a eu des va-et-vient, des échanges, des retours. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, j'ai une ou deux questions de relance, mais je vous laisserai peut-être réagir. Normand, Paul, Bernard, est-ce que quelqu'un veut... Moi, je peux réagir là, au propos de Manuel. Moi, ça fait 35 ans que je n'ai pas joué dans le secteur de l'habitation. La dernière fois, c'était pour construire des maisons pour les Inuits au Nunavik. Là. Alors, je suis un petit peu détaché. Mais il reste quand même que ça ne m'empêche pas de réfléchir, n'est-ce pas? Et je pense que la grosse différence, c'est que, puis d'ailleurs, c'était noté, je pense un petit peu dans tes notes, Bruno, le secteur de l'habitation, c'est un secteur qui est extrêmement éclaté. Hein? Autant en termes de clientèle que de fournisseurs, que de manufacturiers et que de producteurs d'espace. Bon. Je pense qu'il y a un défi. Est-ce qu'une maison Passive House construite à 3/4 d'heure du centre-ville, puis il faut faire 3/4 d'heure en 4x4 pour s'y rendre, c'est plus écologique, c'est plus intelligent, c'est plus conforme à ta nouvelle certification, là, la BDBS, là, le bain du bon sens, c'est ça que j'ai compris? OK, bon. Qu'une maison ou un duplex au centre-ville de Montréal, mais qui est tout croche, puis on voit le ciel à travers le plafond. Là. Bon, en tout cas, il faut se poser la question. Moi, je pense que c'est tout un... Je pense que là, tu l'as dit, puis d'ailleurs, ton témoignage dans la radio de Québec... je t'en remercie, mais ça ne correspond pas tout à fait à ce que je m'attendais. Il y a vraiment un problème culturel. Hein? Je veux dire, l'habitation, c'est un phénomène culturel avant tout. Et je pense que les architectes, on a une part de responsabilité dans ça. Depuis 10 ans, puis là, je parle pour Québec, depuis 10 ans, Normand, en tout cas, tu me contrediras, on parle énormément, beaucoup plus d'architecture qu'on en parlait jusqu'à maintenant. Hein. Je veux dire, on a le Soleil, il y a des articles, des expositions, tout ça. L'architecte est sorti de sa boîte, là, de sa boîte à surprise, puis on en parle de plus en plus. Moi, ce que je déplore un petit peu, c'est que l'architecte, involontairement, peut-être, continue à propager le modèle culturel de la maison individuelle, épurée, biophile, c'est ça le terme que j'aime beaucoup, biophile, alors que moi, je pense que c'est plutôt du côté de l'habitation collective. C'est-tu avec toi que j'en parlais tout à l'heure? Oui, c'est ça. Bon, finalement, pour un couple avec 2 enfants, qu'est-ce qui s'offre actuellement? C'est soit d'aller vivre en banlieue, première ou deuxième couronne, ou même pas, est-ce que c'est un choix d'aller dans les condos? Il y a vraiment, là, ça se peut pas. Là, on a vraiment un manque de fourchette d'offres. Et malheureusement, les entrepreneurs, les promoteurs, finalement, répondent à la demande. Mais à un moment donné, il faut savoir, est-ce que la demande crée l'offre ou c'est l'offre qui crée la demande? Alors, là, je viens de proposer aucune solution, mais peut-être juste d'essayer de colorer le problème un peu. Là. Normand, réaction? Moi, j'ai bien aimé le commentaire d'Emmanuel là, sur les bâtiments niaiseux. En fait, pour se prémunir contre ça, là, je vais mettre mon chapeau de vice-président du Conseil du bâtiment durable section Québec. Moi, un des mécanismes que je trouve qui fonctionne bien, c'est quand on vise une certification LEED. Qu'est-ce que ça a comme impact? Là, souvent, j'ai des débats épiques là-dessus avec des clients des fois, puis évidemment, je suis un ambassadeur de la certification, mais les gens disent, OK, bon, ça va coûter, exemple, 50 000 d'honoraires. Là, on peut économiser ça si on ne vise pas une certification LEED. Mais qu'est-ce qu'on économise, en fait? C'est pas juste des honoraires. On économise, on coupe sur une rigueur de conception pour atteindre des objectifs de performance plus élevés que les standards de l'industrie. Puis on s'oblige à le faire, puis on a des comptes à rendre, puis on doit vérifier qu'on a bien atteint ces objectifs-là pour démontrer à une tierce partie que ça a été fait. C'est pas juste des honoraires, là. C'est qu'on s'oblige à être bon. Okay? Bon, c'est sûr qu'il y a moyen de faire un bâtiment LEED ordinaire, mais à partir du moment où on a des bons concepteurs qui comprennent les principes de base puis qui s'engagent à faire un bon bâtiment, bien, la certification LEED, c'est l'introduction d'un processus de conception. Puis, c'est l'acceptation par le donneur d'ouvrage qu'il vise des standards plus élevés que les standards de l'industrie qui ne sont pas assez élevés. Si on continue à construire les bâtiments selon les standards, bien, les changements climatiques qui vont arriver.
Puis il va falloir s'adapter à ça, mais le fameux 2 degrés, là, ben, on va le défoncer parce que le parc immobilier va doubler d'ici 2050. Fait qu'on cherche des solutions pour réduire l'impact du parc immobilier. Puis les certifications, pour l'instant, c'est le meilleur moyen qu'on a pour ne pas faire des bâtiments niaiseux. Paul, réaction? Oui, alors la première, c'est juste m'excuser auprès de Normand. C'est pas qu'on est contre les solutions technologiques, c'est pas ça mon point, mais c'est que ça va pas être la première chose à penser. Puis l'aspect que j'aime le moins, c'est que ça dédouane un petit peu l'utilisateur de son rôle. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu épidermique par rapport à ça. C'est souvent la deuxième chose à faire. La première étape, c'est de rationaliser la consommation dans le bâtiment. C'est juste pour préciser ce point-là. Emmanuel, tu as parlé beaucoup de... Je rebondis là-dessus, c'est sur le bâtiment niaiseux. Aussi, une des différences fondamentales entre le monde de l'habitation et le monde des bâtiments commerciaux, c'est la place de l'architecte. C'est pas une obligation d'avoir un architecte quand on design une maison. Puis aujourd'hui, c'est peut-être aussi le résultat des bâtiments niaiseux, des maisons qui sont un petit peu toutes croches, etc. C'est peut-être aussi ça. L'architecte, les concepteurs ont un rôle fondamental à jouer dans la qualité d'une construction. Puis les architectes bien formés, qui suivent, qui suivent leur cursus et puis qui savent de quoi ils parlent, ça va augmenter considérablement la valeur économique, mais aussi de réalisation d'une maison. Et puis en plus, ça peut former l'occupant à bien utiliser son bâtiment. Donc le rôle des concepteurs est vraiment primordial dans tout ce qu'on fait. C'est jamais une mauvaise dépense de faire appel à un architecte. C'est toujours un bon placement. Et le point sur les certifications, effectivement, Québec a peut-être loupé le coche il y a une dizaine d'années de développer son propre modèle, alors que c'est un très bon laboratoire. On a des conditions climatiques très difficiles. Puis nous, on se dit toujours chez Écobâtiment, un bâtiment qui résiste au Québec, qui est capable de résister partout dans le monde. Puis ça devrait être notre marque de fabrique. C'est que les bâtiments qu'on design ici, qui sont performants, on pourrait les exporter comme des modèles de construction, parce que si ça résiste à tout ce qu'on fait subir à nos bâtiments ici, cycle de gel-dégel, température extrême, humidité, etc., ça prouve que nos constructions sont de qualité, donc on peut les exporter. Puis le dernier point, pour répondre à M. Sicotte sur les habitations. Je glisse un petit mot avec Vivre en Ville. On publie une publication qui va sortir début 2017 sur les habitats collectifs durables. En fait, c'est les clés de l'habitat dense, durable et désirable. Puis l'idée, c'est un petit peu de dire effectivement entre la maison unifamiliale et la densité de mauvaise qualité qui donne des milieux de vie qui sont pas agréables à vivre. Il y a une troisième voie résidentielle qu'il est possible de construire. Puis cette troisième voie, elle part de quelques prérequis comme la proximité des services publics, l'abordabilité bien sûr, mais aussi la compacité du milieu de vie et des clés de construction. Nous, on a donné 10 clés qui contribuent à l'attractivité et à la performance d'un habitat. Puis je vous encouragerai à regarder ça le moment venu, mais ça permet vraiment de se donner une tête sur c'est quoi les modèles d'habitation dont on veut se doter au Québec. Normand, je te voyais me regarder. Voulais-tu rebondir encore sur quelque chose? Oui, peut-être l'idée de la technologie. Là. En fait, moi, personnellement, là, je suis très favorable à l'idée des choses low-tech, OK? L'énergie passive. Mais on a eu, il n'y a pas si longtemps, peut-être en 2009-10, là, on avait des débats sur l'occupant actif. OK, mais dans la vraie vie, dans le marché de l'immobilier, là, si on veut rendre l'occupant actif, on ne répond pas aux besoins des gens. Puis les produits qui se vendent, souvent, c'est ceux qui répondent à un besoin. Puis les gens, ils ont le besoin d'être confortables sans faire trop d'efforts. Fait que à partir du moment où tu leur dis « je vais te donner de la job pour être confortable », puis « by the way, je suis pas sûr que ça va marcher », le produit, il s'écoule moins bien, tu augmentes le risque, puis il y a toutes sortes de facteurs financiers qui viennent autour de ça. Fait que les produits qui se vendent sont ceux qui répondent à un besoin. Puis la technologie, ça fait en sorte qu'on répond souvent de mieux en mieux, puis là, tout ça, c'est relatif, là, mais à des besoins qui évoluent dans le temps. Mais l'idée, c'est que les gens ne doivent pas avoir un niveau de vie qui baisse. Sinon, ils n'achèteront pas notre affaire. Fait que le bâtiment écologique qui fait baisser le niveau de vie, c'est un idéal, là, mais je veux dire, il risque de pas se vendre. Puis là, je suis un peu défaitiste en disant ça, mais notre défi, collectivement, c'est de faire des bâtiments écologiques qui vont donner le même niveau de vie et plus aux acheteurs. D'où la nécessité du bâton.
Je vais rester sur mon point, mais effectivement, on a besoin d'avoir des réglementations plus hautes parce que sinon, ça donne des discours comme le gars de FM Radio qui dit non, mais moi j'ai ma piscine, je veux le samedi avoir avec mes enfants, etc. Puis si on lui offre un niveau de vie comparable, ben, ce qu'il va faire, c'est consommer plus parce qu'il aura les moyens de plus consommer. C'est ça mon point. C'est qu'il y a effectivement, je suis d'accord avec toi, les solutions technologiques, elles vont aider, mais il y a l'éducation qui doit se faire au travers de tout ça. Et puis effectivement, on est devant un problème de société. On ne peut pas continuer avec notre rythme actuel, c'est sûr. Donc on est obligé de changer. Ça, c'est le point fondamental. Bien, j'espère que ce que j'ai répondu au gars de radio, là, c'était que c'est un idéal, tu sais. C'est ce que il était en train de me dire, c'était que il préférait être pogné dans son auto tout seul pendant 1 heure pour rentrer à job à sa station de radio de sa maison de banlieue. Ça, c'est le matin. Le soir, même affaire. Au lieu d'être assis tranquillement à lire son livre dans le métro, qui n'est pas tassé avec quelqu'un avec des gants blancs qui te poussent dans ta cabine, là. Je pense qu'il y avait une idée de Tokyo, où on a vu l'image des agents qui rentrent les gens. Là. Mais il y a aussi la piscine, là. C'est quoi qu'il va faire au lieu d'être avec ses enfants le samedi? Il va être en train de faire le backwash, puis en train de faire l'entretien de sa piscine, puis lui, il pense à il y a 3 ans, le beau samedi qu'il y a eu quand la famille était venue, mais ça arrive quoi? On se fait des idées de ce qui est une qualité de vie, et tous nos besoins, c'est entièrement culturel. On n'a même pas rien à faire techniquement pour améliorer notre sort, c'est de changer quelque chose entre les 2 oreilles. Là. Fait que c'est un travail de sociologue. Idéalement, il le dit, c'est lui qui le dit. Idéalement, le monde du marketing qui s'y met pour créer justement une offre de bâtiments désirables et défendable point de vue immobilisation pour des institutions ou des gouvernements ou pour les individus qui veulent quelque chose de petit, raisonnable, bien fait, sans problème d'entretien et de matériaux non durables. Fait que les exemples sont partout, là, pour juste vous encourager, là. Il y a plein de méchants beaux projets là, qui se font là, à tout bout de champ. On essaye juste de parler de quelques-uns sur écohabitation, mais c'est fou comment il y en a de ce temps-là. C'est très encourageant pour ceux qui ont des maisons déjà. Il y a des outils intéressants comme FIM, un pilote qu'on fait avec l'AQME où les municipalités prêtent l'argent jusqu'à 20 000 à des citoyens pour faire des travaux d'amélioration d'efficacité énergétique sur leur maison. Et est-ce que les gens doivent cet argent-là personnellement? Non, leur maison doit l'argent à la municipalité. Les gens remboursent leur compte de taxes. Et s'ils déménagent, ils vendent la maison, bien, c'est la maison qui est pognée avec la dette. Fait qu'on on part pas avec la dette des super travaux en efficacité énergétique qu'on a fait sur notre maison. On espère que ça va partir partout dans plein de municipalités. Présentement, il y en a juste 3. Mais on sait que l'efficacité énergétique, tout le monde veut, là. Il y a des crédits d'impôt, il y a plein de bons outils en place présentement. Mais ça prend le petit coup de pouce financier de plus. Puis si on ne se ruine pas personnellement, bien, les gens vont passer à l'action. Puis de toute façon, les économies d'énergie payent les remboursements du compte de taxes. Je veux dire, tout le monde est gagnant, puis ça crée plein d'emplois. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas de plein de choses de très encourageantes qui ont lieu actuellement. Puis, mais le changement culturel, il est là le nerf de la guerre pour l'habitation, en tout cas. Là. Puis on fait notre possible, puis les gens sont d'écoute actuellement, mais les non-convertis, là, on veut savoir comment aller les chercher. J'attrape ton intervention au bon, Emmanuel. Pour une dernière petite question que je vous adresse avant de passer la parole à notre public pour les 15 dernières minutes. Tu parles
qu'on prêche aux convaincus, finalement. Hein. Ici, bon, il faut s'adresser aux bonnes personnes. J'aimerais que tout le monde vous mentionne, parmi les gens qui ne sont pas ici, on est tous à peu près convaincus que le bâtiment durable, c'est bien, etc. Il faut aller de l'avant, il faut accélérer la transition. Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir aujourd'hui autour de la table pour envisager des meilleures solutions? Puis que ça soit envisager un partenariat ou donner un coup de pied dans le derrière à quelqu'un pour que la machine aille plus vite. Bon, moi, je mentionne un exemple. C'est plus quelqu'un que j'aurais aimé qui soit ici pour envisager un partenariat. C'est présidente de l'OAQ. Il y a tout un travail de l'OAQ qui est fait en ce moment pour une loi sur la qualité de l'architecture, une politique sur vraiment la qualité architecturale qui ne se fait pas présentement. Puis une solution, ça serait de réunir, je pense, toutes les organisations de plaidoyer, de recherche dans le milieu du bâtiment durable et de faire un front commun, comme il se fait un peu dans l'urbanisme actuellement avec l'Alliance Ariane, pour une meilleure politique de l'aménagement, mais de faire une politique de la qualité architecturale avec tous les acteurs concernés. C'est ma solution que je propose. Alors, si vous voulez mentionner une personne avec une solution concrète, que ce soit un coup de pied dans le derrière ou peut-être quelque chose de partenarial, collaboratif, rapidement, chacun. Peut-être un coup de fouet aussi. Hein? Ça peut être n'importe quoi. Je vais me jeter à l'eau si tu veux. Je rejoins tout à fait ton point du front commun. Il y a énormément de travail à faire dans le bâtiment durable au Québec. Il y a intérêt à lier toutes les expertises pour essayer de peser un peu plus lourd, parce que pour l'instant, notre milieu est trop déstructuré, puis on n'a pas assez de poids. Puis ça fait en sorte que finalement, les propositions qu'on défend, et puis finalement, on se rend compte qu'on est souvent d'accord, elles ont que peu d'écoute au niveau politique, parce qu'ils n'ont pas face à eux un front commun uni, et finalement, on n'est pas assez représentatif. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un travail à faire beaucoup là-dessus. C'est ce qu'a fait l'Alliance Transit au niveau du transport, c'est ce que fait l'Alliance Ariane au niveau de l'aménagement urbain, et puis on a intérêt à faire la même chose sur le bâtiment durable. Il y a beaucoup de gens ici dans la salle et autour de nous qui sont capables de travailler là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'une personnalité politique défende ardemment les bâtiments durables, comme on peut défendre ardemment l'implantation d'un centre ou d'une aréna dans une ville, ou d'un troisième lien de transport. Je vise personne en particulier, mais il me semble que j'ai jamais vu de personnalité publique, politique, à date, prendre vraiment en main cet aspect développement durable, et encore plus appliqué à nous, bâtiment durable, d'une main, en disant c'est ça qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre chose à faire, c'est ça qu'il nous faut. C'est ce qui s'est fait à Vancouver. On parle de Vancouver 2030, le maire il s'est engagé, pas qu'un peu, New York, Paris, Londres, Singapour, tu en as parlé, Tokyo, c'est toutes des villes qui ont fait cette transition-là, et puis c'est venu d'en haut. En bas, c'était prêt, mais c'est venu d'en haut. Puis aujourd'hui, c'est une personnalité politique comme ça qu'il nous faut. Excellent. Quelqu'un d'autre veut se jeter rapidement? Juste signaler à Emmanuel qu'il n'y a pas de métro à Québec. Là. Alors, je pense que, je ne sais pas si tu l'as dit à ton interlocuteur. Moi, effectivement, je pense que si on avait invité Jeff Fillion ou Alain Bouchard ou peu importe, là, alors c'est porte-parole de la maison comme étant le paradigme du bonheur total, là, la fameuse belle fin de semaine. Là. J'ai beaucoup aimé ton image parce que c'est exactement ça. C'est ce qui est véhiculé dans toutes les publicités. Alors, c'est trop beau. Je pense qu'il faut changer ce paradigme-là. L'habitation doit devenir une espèce de véhicule d'harmonie sociale, là, finalement, plutôt que... bon. Puis, moi, en tout cas, tantôt, je parlais de préfabrication. Je pense qu'il faut démystifier également la maison usinée, qui peut être de bien meilleure qualité. Malheureusement, c'est un petit peu comme les premières voitures là, qui reproduisaient des calèches. Là. Alors, la maison usinée reproduit encore des modèles un petit peu artisanaux. Mais je pense que si on pouvait, rehausser cette image-là, il y aurait beaucoup de progression, finalement, dans la qualité des habitations. Merci, Bernard. Emmanuel, une personne à qui tu penses ou un acteur... fouetté ou à donner Couillard, premier ministre, là, ça prend c'est ça, faut que ça vienne d'en haut, comme tu dis. Puis, il y a plein de bonnes idées, puis on nous arrive tout le temps avec l'idée, votre affaire, c'est combien plus cher, donc? Combien plus cher? C'est comme, non, voyons donc, c'est pas ça la question. C'est comment dépenser. Puis à l'échelle plus macro, là, surtout, c'est comment dépenser. D'arrêter de subventionner les mauvaises affaires, puis mettre l'argent aux bons endroits pour que ça aide
des conséquences sur le marché libre. Puis, je dirais l'APCHQ pour l'habitation, c'est souvent les constructeurs d'habitation qui sont ma famille, finalement, là, nos amis, nos alliés de toujours, mais qui sont toujours ceux qui vont résister au code, aux améliorations de code. Dire, des plans, des PEMAD, c'est pas bon, c'est le principal lobbyiste contre tout ce qui est aménagement raisonné du territoire, parce que les gens qui ont des terrains à Mirabel là, veulent continuer de faire de l'unifamilial à tout bout de champ. Fait que c'est, oui, l'APCHQ, si toute la gang voyait que, wow, il y a d'autres façons de faire, puis faire de l'argent pareil, là, ça serait bien que, des avoirs à la table. On va les embarquer dans le front commun, là. Avec Paul, on va s'arranger de ça. Normand, très rapidement, une personne t'aura envie d'avoir tout à table pour discuter. Donald Trump? En fait, lui, il va faire du protectionnisme, là, probablement. Il va avoir peut-être un conflit du bois d'œuvre. Peut-être qu'on pourrait se mettre une politique pour encourager davantage notre industrie forestière, travailler plus avec les matériaux renouvelables qu'on le fait actuellement. Le béton, l'acier, ça s'exporte, là. Le bois, on peut l'utiliser ici s'il ne peut pas traverser la frontière. Je dirais, moi, personnellement, je suis un partisan de la construction en bois pour l'aspect architectural, mais aussi l'aspect environnemental. J'aurais tendance à trouver des incitatifs à favoriser plus l'utilisation du bois que la charte du bois, qui est assez... J'ai travaillé pour la SQI, puis j'ai essayé de vendre du bois dans un projet, puis mais c'est pas le bon projet pour ça. La SQI avait raison, mais on devait regarder le bois, puis on n'en a pas. Mais ça peut arriver des fois. Je pense que la SQI est très engagée, puis les projets à venir se font de plus en plus en bois, fait que c'est du bon leadership public. Super. Merci. Juste pour répondre à... Rapido. Oui. Je participais il y a 2 semaines à la journée Innovation au bois qui avait lieu à Rivière-du-Loup et je peux dire que le ministre Blanchet, ministre de Forêt, Faune et Parcs, a pris des engagements quand même assez fermes pour donner des dents à la Charte du bois puis encourager toute la filière de production forestière. Alors, il faudra voir si ça va se réaliser, mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Excellent point. C'est ça, je cherchais des dents à la Charte du bois. Ça, c'est super. Dans le castor. Merci de vos interventions, vos solutions, vos idées. On a quelques minutes qui nous restent. J'aimerais passer la parole à la salle. On a un micro, je crois, qui est à l'autre bout ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions, des commentaires, des solutions à amener de votre côté? Alors, la parole est à vous. Amélie, je te laisse briser la glace. C'est juste pour briser la glace, OK? J'ai une question un peu naïve, là, mais mon chum, il m'avait déjà dit, un jour, on va déménager dans les centres d'achat abandonnés. Est-ce que vous pensez que ça se peut qu'on réinvestisse ces espaces-là et que ça soit viable pour des collectivités potentielles? Ah, ça, c'est du futur, hein? Il y a déjà des fontaines et des piscines là-dedans, là. Il y a plein de projets de tours, d'habitation puis de complexes... sur des lieux d'anciens centres d'achat, ça se fait quotidiennement. C'est déjà réalité. Et la réhabilitation des déserts que représentent nos premières, même deuxième couronnes, là, vont se densifier naturellement. C'est très encourageant ce qui se passe actuellement. La typologie qui est intéressante, c'est quand on a du service sous l'usage résidentiel. Là. Fait que le centre d'achat, idéalement, il n'est pas désaffecté. Là. Il demeure à offrir du service, mais pas nécessairement à vendre du Hugo Boss puis du Victoria's Secret, mais peut-être une épicerie puis des choses comme ça. Là. Puis la typologie qui est intéressante, on voit, c'est parce que c'est l'accès au solaire aussi, les centres d'achat, c'est des bâtiments introvertis, puis on n'a pas nécessairement un bon rapport fenêtre-plancher.
Mais quand on utilise la toiture, puis je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent du jeu Q-Bert, là, qui est un petit bonhomme qui se promène sur une espèce de pyramide, la plateforme, là, bien, cette typologie-là où la montagne de la firme d'architecture Big à Copenhague, là, ça, c'est une typologie qui va bien là, sur une grosse empreinte de centre d'achat pour créer plusieurs... c'est tous des petits penthouses, en fait. Là. Tout le monde a une terrasse, accès au solaire, puis... Donc, moi, je pense que c'est porteur, là, disons. Village olympique. Je rajouterais une condition, c'est le milieu de vie qui doit... faut qu'il soit... Parce que pour l'instant, c'est souvent des maires de stationnement. Là. Donc, il faut bien améliorer tout ça. Mais oui, effectivement, c'est définitivement une bonne piste à explorer. Est-ce qu'on a une autre question? Question concise, s'il vous plaît, avec un début, une fin et un point d'interrogation. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt 2 commentaires, si vous permettez. Oui. Je vais les faire très courts. Le premier commentaire, c'est par rapport au fait qu'on associe de conserver un niveau de vie avec la gestion de la consommation. Moi, je pense que le problème fondamental, c'est plutôt de dire aux gens que votre niveau de vie passe par votre gestion de consommation. Donc, il faut plutôt mettre l'accent, pour moi, à une sensibilisation de la personne à consommer de façon adéquate. Le niveau de vie, ça sera toujours social, ça sera toujours culturel. Il faut s'attaquer au nerf de la guerre qui est la consommation. Donc, sensibiliser les gens et leur donner des outils pour comprendre. Il faut savoir aussi que le niveau de conscience n'est pas le même pour tout le monde. Les niveaux de problèmes ne sont pas le même pour tout le monde. On a des problèmes économiques qui se greffent à ça, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un problème économique. Le deuxième point que j'aimerais parler, bien sûr, vous l'avez légèrement touché, c'est le problème des fameux développements. On parle beaucoup d'habitation en tant qu'unité. On parle de maison, on parle d'un logement. Mais j'aimerais voir aussi un petit peu plus une approche globale. Les quartiers, les développements de nouveaux quartiers, l'amélioration des anciens quartiers, ces ghettos de maisons qui favorisent effectivement l'utilisation de l'auto, qui sont loin des transports en commun. On parle des villes de banlieue, mais c'est un phénomène qui est aussi relié à tout ce problème d'écologie. Donc, j'aimerais ça, effectivement, qu'éventuellement, on intègre, donc, non pas seulement un bâtiment, mais un développement qui concerne aussi un groupe, revenir à des notions de quartier, ou je ne sais pas, mais intégrer un peu plus activement ces notions-là, qui sont des réalités pour des humains, monsieur et madame tout le monde. Merci à vous tous, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une réaction? Oui, bien, la mixité est ce qu'on penserait que les gens voudraient dans leur quartier. Mais la réponse du super peuple n'est pas toujours celle auquel on s'attend. Des fois, quand on fait des consultations publiques, on a participé à une grosse consultation publique sur un nouveau éco-quartier à Gatineau, par exemple. Et les citoyens qui étaient là c'était des gens qui ne voulaient pas de magasins, qui ne voulaient pas de mixité proche de leur quartier parce que, je ne sais pas, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient aller au centre d'achat plus loin sur la rue. Les commerçants du centre d'achat ne voulaient pas de la compétition. Il y a toute la machine qui empêche, même les villes qui veulent bien faire, là, ils ne peuvent pas juste décider contre tous de forcer la mixité dans des quartiers existants. C'est tout un processus, encore une fois, de changement de perspective au niveau culturel. Et c'est ça, les élus vont pas vouloir brasser la cage à ce point-là. Et de notre point de vue, on se dirait, bien, tout le monde veut des commerces de proximité, une école pas loin, une boulangerie, des choses comme ça, mais c'est pas pour tout le monde, c'est fou, là. Moi, j'habite pas loin d'ici, là, puis je veux dire, de notre point de vue, ça semble évident, mais dès qu'on sort de nos petits quartiers, là, les perspectives changent assez rapidement. Merci. Une dernière question que j'ai eue ici, c'est la dernière qu'on peut poser, est adressée par camarade Nadia Bini, ici de chez MSDL, architecte.
Nadia a une laryngite, donc elle ne peut pas la prononcer. Je vais la dire pour elle. Alors, la question va comme suit. Le centre-ville de Montréal est actuellement en densification résidentielle avec de nombreuses tours en construction. C'est bien ça. Hein? Pensez-vous que la Ville a pris une bonne position vis-à-vis de ces projets? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Rapidement. Pour ceux qui veulent répondre à ça. Mais ce matin, je suis là parce ce matin, on a notamment déposé un mémoire sur la consultation publique de la Ville de Montréal sur la stratégie en bâtiment durable. Ils n'ont pas trop parlé de densification là-dedans. Ils parlaient plus de verdissement, toit vert, efficacité énergétique. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même... la Ville de Montréal perd des familles. Hein. Il y a 15 000 personnes qui quittent l'île de Montréal depuis un certain nombre d'années. Donc, il faut qu'on contrecarre ça. Est-ce que la solution d'offrir des logements à 1 ou 2 chambres, c'est permettre à ces familles de se reloger en ville? Non. Donc, les tours qui sont proposées actuellement, elles ne correspondent pas tout à fait à ce qui est attendu. Et puis, c'est pas la réponse qu'il faut apporter pour avoir des familles. Néanmoins, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Griffintown, c'est quand même un milieu de vie qui a l'air intéressant. Autour de Canal-Lachine, il y a beaucoup de beaux projets qui se sont faits. Donc, il ne faut pas circonscrire les travaux qui sont faits actuellement à Montréal autour. Oui, il y en a, ça fait partie de la réponse, notamment pour les édifices à bureaux et puis pour les bâtiments commerciaux, c'est nécessaire. Mais il y a d'autres milieux de vie qui sont en train de se créer, qui sont intéressants. Donc, il y a toujours un peu de bon, un peu de moins bon. Ce n'est pas la seule solution, heureusement, qui est apportée. C'est pour ça que je voulais juste nuancer un petit peu ton point, mais heureusement qu'il y a d'autres choses qui se font. S'il n'y avait eu que ça n'aurait pas été une bonne réponse. Autre réaction pour compléter, Emmanuel? Oui, même affaire. Il faudrait jouer dur dans les quartiers de haute densité comme ça pour garder probablement 40% de logements pour famille, parce que des plus que 2 chambres. Parce que c'est le marché libre là, va rien produire des petits condos, 2 chambres maximum. Et c'est ça. C'est merveilleux pour les personnes qui vivent seules ou en couple, mais dès que les enfants arrivent, ben c'est encore la migration vers la périphérie ouais. Faut imposer des typologies adaptées aux familles en milieu très urbain comme ça. Super. C'est tout le temps qu'on avait pour vraiment les questions. On a dépassé notre temps. On a des gens qui doivent partir. Par contre, nos intervenants, certains resteront là. C'est possible de venir dialoguer tout de suite en avant de clore et d'applaudir nos panélistes. Je donnerai la parole à Amélie pour le mot de la fin. Une petite minute pour remercier tout le monde et pour dire aussi, parce que je pense qu'il y en a qui peuvent être intéressés, là, dans 2 semaines, on va organiser une conférence sur l'impact des matériaux de la Maison du développement durable depuis sa construction. C'est le 29 novembre, c'est un événement de matin, à 8h30 le matin, un petit café viennoiserie à 8h. Il reste quelques places, donc ceux que ça vous intéresse, c'est par Normand Roy et Ricardo Liotto d'Équiterre. Je remercie tout le monde pour votre présence et à bientôt. Merci à tous nos panélistes.